Jérôme Soligny, nous vous recevons à la Galerne pour la parution du premier volume de Rainbow Man, David Bowie. Ce premier tome sur les deux, bien évidemment, il y en aura un l'année prochaine, concerne les années 1967 à 1980. Rainbow Man, c'est un superbe hommage rendu à David Bowie, mais c'est, Jérôme Soligny, une somme colossale de travail. Je crois que c'est 4 ans de travail. Oui, pratiquement en fait, puisque j'ai commencé, je crois, au mois d'avril 2016, quelque chose comme ça, et puis on a terminé un peu en catastrophe à la fin de l'été, pour ne pas dire aux portes de l'automne. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est tellement, le manuscrit est tellement consistant, sans même parler de la qualité. Le fait est que tout ce qui est les étapes de relecture, c'est forcément très complexe à partir du moment où on commence à dépasser les 1,5 million de signes, ce qui est le cas là, pour ce volume. Donc voilà. Maintenant, le challenge était aussi à un moment où j'avais décidé de m'adresser à autant de gens. 300 témoignages. Voilà, 300 témoignages. Alors, pour être tout à fait honnête, il y en a 259 et 50 que j'avais déjà. Forcément, les gens qui sont décédés, comme Mick Ronson, par exemple, les propos de Mick Ronson, bien sûr, ce sont des propos que j'avais eus à la fin des années 80, au tout début des années 90. Mais en fait, la tâche a été non seulement la retranscription de leurs propos, et puis la traduction, bien sûr, ce en quoi Sophie, ma femme, m'a aidé, mais aussi le fait que les informations qui étaient divulguées par eux ne devaient pas faire doublon avec ce que moi je racontais. Alors ça a été un vrai problème en fait. On s'est rendu compte à la relecture, avant même que Gallimard relise, qu'il y a des choses qui étaient dites 2 fois, une fois par eux, une fois par mois, quoi. Donc ça n'allait pas du tout. Et donc il y a eu c'est un vrai puzzle en fait. C'est-à-dire que si on lit que ma partie, on peut avoir le sentiment qu'il manque des choses. Si on lit que leur partie, on pourrait avoir le sentiment qu'il manque des choses aussi, un peu plus encore même. Mais le fait est que c'est vraiment, il y a un complément d'information que eux apportent qui est vraiment, à mon avis, c'est ça qui fait la différence entre ce livre-là et beaucoup d'autres, quoi. L'axe que vous avez pris, Jérôme, pour toute cette documentation, ces illustrations également qui sont nombreuses, tant en termes de dessin qu'en termes d'iconographie, de photos également, c'est évidemment la musique, uniquement la musique. J'avais une question à propos de David Bowie. À quel moment David devient-il Bowie ? Bien, on le sait a priori, c'est-à-dire que il y a un moment où il estime qu'il est en recherche de succès et sa quête de succès implique le fait de peut-être changer de nom. Et donc il va changer de nom à un moment. Alors l'origine était relativement connue, elle est racontée de diverses manières. Les théories s'affrontent quant à savoir exactement. Est-ce qu'il fait référence à un couteau? Est-ce qu'il fait référence à Jim Bowie dans le film Alamo, etc. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ce qui est intéressant, c'est que déjà très jeune, il est en forme de mutation, c'est-à-dire qu'il ne se satisfait absolument pas de ce qu'il commence à incarner en tant qu'artiste. Il sent la nécessité d'éventuellement se transposer dans un personnage ou dans des personnages, ou peut-être même dans un personnage qui est peut-être le même tout au long de sa carrière, mais qu'il a affublé différemment. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose dont moi j'ai eu le sentiment, en tous les cas c'est flagrant, ça le sera à la lecture du 2e tome, c'est qu'en fait il est devenu à un moment sa principale source d'inspiration. Dès qu'il a commencé à laisser des vestiges créatifs très très qualitatifs derrière lui, il s'en est inspiré. Et en fait, après avoir beaucoup pompé les autres, il va pomper sa propre œuvre. Et ça, c'est très très. Les Beatles, par exemple, n'ont jamais fait ça, quoi. Donc, je trouve ça très intéressant. Il aimait jouer la confusion des gens et il est indéniable que cela a ajouté, j'imagine, un facteur de trouble à sa personnalité. En tout cas, vous écrivez dans les livres que ça ne pouvait qu'attiser et accélérer les choses. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un de, je crois, pour avoir parlé avec lui, qui brillait par son intelligence quand même. J'ai eu la chance via Rock et Folk de rencontrer beaucoup de gens intelligents dans la musique, mais lui c'était quand même quelque chose de très particulier. Et ce qu'il a fait de très très malin, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de donner tant la parole aux gens qui l'ont aidé à édifier son œuvre, c'est qu'en fait il a vraiment laissé des gens autour de lui créer, c'est-à-dire qu'il choisissait des gens pour leur faculté de création, et après
grosso modo, pour faire simple, il s'accaparait un peu cette création. C'est-à-dire que si Mike Garson fait le solo de piano absolument fabuleux sur Aladdin Sane, qui vient un peu de manière non pas accidentelle, mais en tous les cas pas du tout programmé. À aucun moment quelqu'un se dit tiens on va faire un solo comme ça. C'est plutôt en dépit que Mike balance ce solo complètement dingue et finalement qui est complètement qui est peut-être le solo de piano le plus iconique de toute l'œuvre de David Bowie et peut-être de toute l'histoire du rock. Mais en fait, du même coup, quand on associe ce solo à un nom, c'est au nom de Bowie et pas au nom de Mike Garson. Maintenant, on connaît Mike parce que grâce aux réseaux sociaux, tout ça, les gens s'expriment davantage et c'est facile pour les amateurs de musique de Bowie de retrouver les musiciens, etc. Mais moi, quand j'étais môme, grosso modo, pour moi, le solo d'Aladdin Sane, même si je savais qu'il était joué par un type qui s'appelait Mike Garson, pour moi, c'était le solo de piano de Bowie, quoi. Et donc ça c'est je crois que c'est aussi une très très grande intelligence que de faire confiance aux gens sur le plan artistique, c'est-à-dire de prendre des gens très bons, d'absolument pas leur dire ce qu'il faut faire, mais de les laisser s'exprimer. Et si jamais il y en a qui dit mais tu veux que je fasse quoi, lui il disait mais je t'ai pris pour que tu saches toi ce qu'il faut faire. Donc si je te prends, Robert Fripp par exemple, on n'a pas vraiment besoin de lui dire il faut jouer la guitare comme ça. C'est le guitariste de King Crimson, c'est une montagne lui-même. Donc Robert Fripp, si on lui dit bah vas-y fais ce que tu veux, bah, il fait ce qu'il veut, voire n'importe quoi. Et dès que c'est n'importe quoi, ça plaisait à Bowie, quoi. Qu'est-ce qui vous impressionne encore chez Bowie ? Tony Visconti, qui nous a fait la gentillesse de venir pour la sortie du livre et pour le lancement du livre à Paris, a dit on dira dans 100 ans David Bowie comme on dit encore Beethoven et Mozart. Je crois que c'est la plénitude de son œuvre musicale qui reste, à mon sens, très très impressionnante. Et c'est aussi le fait qu'il a été toute sa vie un artiste immensément populaire en proposant une œuvre qui n'était pas une œuvre facile. C'est-à-dire que c'est un des artistes du rock qui a éduqué son public, qui n'a jamais servi la soupe à son public, qui n'a jamais proposé à son public ce que son public attendait de lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand les gens ont eu la trilogie Low Heroes Lodger à se farcir entre guillemets, c'était quand même une preuve et à la fois de sa part d'audace et eux aussi de curiosité que de se jeter vers ces disques sur lesquels il n'y avait pas de tube, avec une face instrumentale où la maison de disques s'arrachait les cheveux en disant mais il est devenu fou, enfin voilà, il en a vendu très très peu à l'époque. Maintenant on sort les violons pour évoquer ces disques là, mais il faut savoir qu'à l'époque les gens les ont pas achetés. Et d'ailleurs plusieurs fois jusqu'à la fin de sa carrière, des albums ont eu des gestations difficiles pour Bowie. Pratiquement, honnêtement, pratiquement tout le temps. Bien sûr, Black Star pour des raisons inhérentes à son état de santé, mais effectivement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très volatile, versatile dans le sens anglo-saxon du mot. C'est-à-dire que il va faire un super truc avec un guitariste, puis après il va aller boire un verre dans un bar, et il va rencontrer un autre guitariste, ou va voir le guitariste qui joue dans le bar, et il va estimer qu'il joue bien aussi le type. Donc tu sais quoi, viens faire un truc comme ça. C'est comme ça qu'il a imposé Stevie Ray Vaughan sur l'album Let's Dance. Donc on a d'un côté l'album de Let's Dance produit par Nile Rodgers de Chic, qui est un album très élégant avec des tubes lustrés, etc. Et puis là-dessus, il dit à Nile Rodgers, on va mettre un guitariste de blues que personne connaît, qui a un chapeau, qui picole, qui boit comme un trou et qui joue comme Jimi Hendrix, quoi. Et là, Nile Rodgers lui dit non mais tu rigoles parce que moi c'est pas possible. Moi j'ai mes cuivres tout propres, mes synthés tout neufs, etc. Et Bowie dit mais si, moi c'est ça que je veux, quoi. Donc voilà, il y a indiscutablement une audace, une témérité permanente, et puis comme je le dis, jusqu'à la fin, je veux dire, même Black Star, qui a marché pour des raisons de qualité et puis aussi de synchronicité, si je peux dire, ce n'est pas de la musique facile. C'est pas un Phil Collins, on va dire. Voilà, j'ai rien contre Phil Collins, mais c'est pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Jérôme, pour terminer cet entretien, c'est pas une question facile, j'imagine, c'est presque une colle, j'espère que c'en est pas une. S'il fallait garder un album de Bowie, lequel serait-il pour vous ? Alors j'ai coutume de répondre que je change tous les quarts d'heure, c'est-à-dire que si on me le demande dans un quart d'heure, je vais répondre à une autre question, je vais répondre à autre chose, pardon. J'ai tendance à répondre malgré tout celui par lequel j'ai découvert son œuvre, en l'occurrence Hunky Dory, parce qu'il y a la chanson que j'ai entendue pour la première fois qui m'a bouleversé quand j'habitais à Cocrioville et que j'ai bêtement pleuré en écoutant Changes, chose qui est arrivée à des centaines de milliers de jeunes de ma génération. Il n'y a aucune originalité là-dedans. Alors forcément j'ai de l'affection,
pour cette raison-là, maintenant j'adore Aladdin Sane puisque c'est l'album sur lequel Mike Garson, qui est un ami de 35 ans maintenant, est vraiment très en valeur. Mais voilà, je trouve que c'est une œuvre, pour moi c'est comme les Beatles, c'est comme tous les groupes majeurs de l'histoire du rock, bien sûr. C'est une œuvre qui s'apprécie dans son ensemble. Il y a des disques moins bons que d'autres, voilà, comme chez les auteurs, il y a des livres moins bons que d'autres, mais je pense que les gens qui aiment Hemingway, ils aiment tout Hemingway, ou voilà, en tous les cas, en sachant qu'il y a, je dirais, une carrière artistique, c'est comme une vague, hein, donc il y a des creux, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, Bowie a duré admirablement, et voilà, donc je réponds à une Kidori, mais bon, je pourrais répondre à tous les autres. Merci Jérôme. Merci à vous.